Monsieur Burgoa, vous n'êtes pas homophobe? Pas du tout. Alors pourquoi, si vous ne l'êtes pas, vous avez voté la loi contre l'interdiction des thérapies de conversion? Je rappelle pour ceux qui nous regardent qu'il s'agit d'un ensemble de pratiques visant à modifier les orientations sexuelles. Parce que quand on vote une loi, il faut faire attention. Il faut faire attention, Corinne, mais ce n'est pas votre faute à vous, c'est un peu des fois les journalistes vous emballez. On peut voter contre la loi de manière globale, et je t'expliquerai pourquoi. Mais par contre, sur l'article 1 qui concernait l'interdiction des pratiques, j'ai voté favorablement. Ce que j'ai regretté, c'est que dans la première lecture, et c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre à la fin, n'étaient pas concernés les mineurs. Je considère qu'il y a une problématique et que les mineurs, notamment lorsque vous êtes en phase adolescente, c'est un moment où nos jeunes se cherchent et qui ont besoin justement d'être plus J'entends protégés. votre explication, mais quand on regarde ce vote contre, vous auriez pu vous abstenir. Alors on a regardé avec Abdel qui avait voté contre, il se trouve qu'aussi M. Retailleau a voté contre. Est-ce que vous avez voulu faire plaisir au président de votre groupe qui, on sait, a des positions assez conservatrices? Pour une fois, j'ai voté avec M. Retailleau. Des fois, je ne vote pas avec M. Retailleau. C'est pas pour faire plaisir à mon président de groupe. On a liberté de vote. Et pour tout vous bien auriez pu vous abstenir. Et tout bien vous dire, en deuxième lecture, puisque ça, vous aurez pu le regarder, en deuxième lecture, j'ai voté favorablement, puisque suite à la commission mixte paritaire, en deuxième lecture, j'ai voté favorablement. Donc, pour vous dire que, également, à travers un vote, c'est aussi faire passer certains messages. Donc, j'ai ma conscience, vous savez, je reste tel que je suis, quelque même, et c'est pas parce que des fois on peut voter contre, c'est aussi des fois un message d'appel. Voilà, c'était donc un message. J'ai rien contre ces personnes-là, au contraire. Monsieur Burgoa, une à qui vous avez fait plaisir, c'est Valérie Pécresse, qui est candidate LR à la présidentielle, puisqu'elle avait demandé à ses parlementaires de voter l'instauration du pass vaccinal, ce que vous avez fait. C'est pas parce qu'elle me l'a demandé, c'est parce que Vous n'aimez pas faire plaisir à vos responsables politiques? Écoutez, quand on est parlementaire, on a une liberté de vote. On n'est pas là, c'est-à-dire, des fois, ça arrive qu'en réunion de groupe, on n'a pas toujours la même position. Il y a d'autres collègues qui ont voté contre, qui ont voté pour. Sur le pass vaccinal, vous étiez moi, j'ai toujours été cohérent. 100%. J'ai toujours été cohérent. J'ai voté le pass sanitaire, j'ai voté le pass vaccinal. Je veux dire tout simplement pourquoi. Je ne dis pas que c'est la solution idéale. Je veux éviter avant tout un confinement. Donc, je préfère avoir un pass avec certaines contraintes que d'aller vers un deuxième ou voire troisième confinement. Et puis de surcroît, je le dis de manière très claire, je crois qu'on voit très bien que la vaccination, il faut amener les gens à la vaccination, qui permet justement d'éviter à nos concitoyens d'avoir des formes graves lorsque le virus, malheureusement, est en eux. Vous êtes pour la vaccination obligatoire ? C'est un sujet qu'on s'est posé, puisqu'il y a eu une proposition de loi socialiste en juillet dernier qui avait été proposée au Sénat, qu'on a refusée. C'est-à-dire qu'à le voter... Vous n'êtes pas forcément contre. Il aurait fallu le faire, enfin, même le pass vaccinal, je veux dire, pour être efficace par rapport au Omicron, il aurait fallu le mettre en place dès juillet dernier. Mais la vaccination obligatoire, pourquoi pas? C'est ce que vous nous dites, pour répondre à cette question. Je crois qu'il faut d'abord travailler par une pédagogie. Il y a des gens, la vaccination obligatoire n'est pas... Alors ça concerne des fois pour les mineurs, il y a sur certains vaccins, mais c'est pas dans la sensibilité française. Mais je crois que par rapport à cette problématique-là, il faut d'abord inciter, et je ne comprends pas nos concitoyens, d'abord je comprends pas, qui agressent certains élus, sur qui je suis totalement solidaire. Alors, le dernier fait, c'est notamment le député En Marche de Perpignan. Romain Cros, c'est ce qu'on a vu. Pas marcheur, mais il y a quand même un respect. On l'a vu, vous l'avez fait. Non, mais attendez, sur je pense que c'est grave. Je crois qu'il faut avoir respect des élus. Si on ne respecte pas les élus qui représentent la démocratie et la République, excusez-moi, c'est la République qui est en danger. Un mot sur un texte sur l'indemnisation des harkis, peut-être, Coralie? Oui, qui a été adopté cette semaine au Sénat. Est-ce que vous êtes satisfait du texte final? Satisfait, alors, à moitié. Pourquoi? C'est quand même un sujet qui est sensible, on le voit. C'est un vrai pas en avant quand même, M. Burgoa. Ça n'a pas été fait par les prédécesseurs. C'est un peu un pas de tango. C'est un pas en avant, un pas en arrière. Pourquoi? Bon, ce qui avait beaucoup fait quand même, il faut reconnaître que le président Jacques Chirac quand même aussi avait fait pour la... Je ne parlais pas de Jacques Chirac. Mais vous dites, moi, un peu de mémoire, en 2001, ça a été le premier président de la République qui a reconnu et qui a souhaité que cette communauté qui a servi la France et qui a été après mal accueillie par la France. Il faut le reconnaître. Pas traité. Bon, après, de nos jours, il reste de moins en moins d'harkis qui ont connu
Il y a 5000 familles dans le Gard. Mais Malheureusement, toutefois, est-ce que cette loi, pourquoi elle vous satisfait à moitié? Parce que dans le projet de loi initial qui était proposé, n'était indemnisable que les harkis qui étaient passés dans des camps ou des hameaux forestiers et non pas l'ensemble. Alors après, on peut dire, oui, mais il y a une problématique. 50 000 et pas 80 000, c'est ça. Il y a une problématique par rapport aux harkis qui étaient allés dans des cités urbaines. C'est pas privatif de liberté. On a quand même amendé le texte, nous, au Sénat, puisque sur deux façons, c'est-à-dire qu'on a rendu plus indépendante la commission, qu'on a raccroché un amendement d'ailleurs que j'ai présenté qui a été voté à l'unanimité du Sénat, on a raccroché cette commission auprès du Premier ministre, et deux, on a donné la possibilité à cette commission d'élargir, si elle le souhaitait, de proposer au gouvernement d'élargir l'indemnisation à des harkis qui ne seraient pas dans les cas. Donc on a commission mixte paritaire. Vous êtes satisfait en demi-teinte. Donc on a, j'ai voté le texte. Donc on a commission mixte paritaire mardi prochain où je siégerai et je rencontrerai Madame la présidente de la commission. Mais vous dites quand même merci Macron. Pardon ? Vous dites quand même merci Macron sur ce sujet. Parce qu'on a senti que vous êtes tergiversé là depuis tout à l'heure, mais quand même, vous pouvez dire merci Emmanuel Macron. J'espère que ce projet de loi qui est présenté à quelques semaines des élections n'est pas un projet de loi politique politicienne. D'autres l'ont fait avant lui. Avant de redonner la parole à Coralie Moller, lui, il le fait beaucoup actuellement. Hein. On va demander à Pierre de vous poser sa question. Alors j'ai un aveu à vous faire, Monsieur Bourgois. Madame Gardère-Bancel, votre amie, votre collègue de parti, m'a fait changer d'avis. Oh, pas surtout, hein. Pas surtout. Hein. Mais j'avais envie qu'on parle ensemble de la... Parce qu'en tant que parlementaire, vous êtes en première ligne de la défense du programme de Madame Pécresse. J'avais envie de parler de la retraite et de l'âge de la retraite à 65 ans. Et puis j'ai écouté Madame Gardère-Bancel ici même hier soir. Et donc elle m'a fait changer d'avis parce que j'ai envie de du coup vous parler des fonctionnaires. Puisque dans la question qui m'était posée sur la fameuse réduction de 200 000 fonctionnaires en France, naturellement, elle a mis de côté l'éducation, puisqu'elle avait en face d'elle une enseignante, c'était délicat, les soignants et les policiers. Elle a laissé entendre que c'était dans les collectivités locales qu'il fallait faire du ménage. Alors, je vous pose la question parce que vous êtes un sénateur très actif, et vous dites souvent que vous êtes l'élu des élus, et donc vous passez dans différentes mairies et différentes intercommunalités du Gard. Et d'ailleurs, on s'est vu au Grau-du-Roi il n'y a pas très longtemps. Ma question est simple. Avez-vous vu dans ces mairies et ces intercos des fonctionnaires qui glandent et des gens qui sont inutiles et en surnuméraire? Voilà, je pose la question à un sénateur. C'est une très bonne question. Alors, qui glandent? Non. Il y a une réflexion à mener. Alors, c'est pas forcément de manière générale. Regardez, est-ce que lorsqu'on a modifié les régions, puisque on va dire l'ancienne région, entre la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon, se sont unis à faire cette grande région Occitanie. Est-ce que ça a fait des économies d'échelle? Non. Et je pense que ça a été une erreur, je le dis franchement. Le gouvernement qui met en place, qui est plus proche de vos idées, je pense que c'est une erreur parce que c'est un manque de proximité. Je le dis aussi, je pense que les collectivités territoriales sont les dernières collectivités de proximité et qu'elles ont besoin de fonctionnaires. Il y a même dans certaines collectivités, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires, parce que selon qu'elles sont petites. Donc, je ne pense pas que... Mais des fois, il peut y avoir des doublons. Et ce qu'il faut faire attention, et notamment les doublons entre communes et intercommunalités. Surtout quand elles ne s'entendent pas entre elles. Laissez-moi dire. Lorsqu'il y a eu des transferts de compétences, c'est là qu'il faut voir réellement si les personnels, normalement, qui auraient dû être transférés, puisque sont bien transférés, et s'ils n'ont pas été remplacés aussi dans la municipalité. Mais ça, c'est une décision, j'allais dire, politique, au sens de... Mais là, vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. On sort d'une crise sanitaire, on est encore dans une crise, mais on sort d'une crise sanitaire lourde, dans laquelle on a dressé de l'oreille au service public en ayant maintenu le service malgré la crise. Et arrive la campagne présidentielle, et on resserre cette formule de suppression des fonctionnaires, parce qu'on sent bien qu'il y a une partie de votre électorat qui est sensible à cet argument. Celui-là même, d'ailleurs, qui ne connaît pas le service public. Donc voilà, c'est un peu... il faut faire un état des lieux. C'est le bouc émissaire. Pour aller en dehors même de... Chacun ses boucs émissaires. Non, mais monsieur Jaumet, il faut pas... Il faudra bien faire quand même des économies. Attendez. Ou faire des recettes nouvelles. Là où l'argent est. Oui. Alors, vous allez remonter les impôts? Et les grandes fortunes, elles n'ont pas été exonérées d'une contribution sociale et nationale? C'est pas ce qui rapportera le plus à l'État. Hein. Allez, on va donner la parole. Il faut le tenter. On va donner la parole à Aline qui va vous poser sa question. J'en profite juste pour dire à ceux qui nous suivent en direct que Nîmes Olympique mène 2-0 avec le premier but de Ben Raoult et le deuxième but de Ponceau. Coralie, donc. J'avais un bon pronostic, presque. Pas loin du pronostic, on dirait. Mais Aline, c'est à toi. Alors, moi, c'est une question qui concerne l'enseignement.
Au mois d'avril 2021, vous avez interrogé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant le report des épreuves de BTS. Et là, l'information vient de tomber. Les épreuves de spécialité vont être reportées au 11, 12 et 13 mai. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ce report à cette date-là est judicieux, étant donné le fait que la plupart des élèves ont été extrêmement absents du fait du Covid et des enseignants, donc il y a eu vraiment des trous dans le programme. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de mettre les épreuves de spécialité en même temps que les épreuves terminales au mois de juin? Et est-ce que vous entendez interpeller le ministre de l'Enseignement à ce sujet? J'ai appris comme vous aujourd'hui cette information. Bon, j'allais dire actuellement, le ministre de l'Éducation est un peu sur le feu de la sellette, pour diverses raisons. Mais notamment par rapport à ces protocoles sanitaires qui, franchement, ont des difficultés à comprendre. Bon, après, c'est vrai que c'est pas facile à gérer cette crise sanitaire. Il y a un problème. Bon, moi, j'ai mon fils, il a eu le bac, il n'a pas passé le bac, puisque malheureusement il s'est retrouvé à la période où c'était un confinement, donc il a eu le bac par rapport à des notes sur un contrôle continu. C'est compliqué aussi, parce que je pense que cette jeunesse, pour moi, ça fait partie des victimes de cette crise sanitaire. Il y a les personnes âgées, mais il y a les jeunes, et que je pense que parce qu'il y a certains jeunes qui vont se retrouver en première année d'université, ils vont retrouver la première fois un examen, ils n'auront jamais connu l'épreuve du bac. Je vous confirme, j'enseigne depuis 10 ans. Et que l'épreuve du bac, quand même, c'est des fois pour certains la première épreuve. Oui. Et je crois que c'est important de la passer parce que. Mais je ne vous dis pas de ne pas la passer. On a tous été. Mais est-ce que le mois de mai est la bonne période? Est-ce que. Je crois quand même qu'il faut la différencier par rapport. Parce qu'il faut quand même laisser un peu de temps. Parce que normalement, il y a certaines épreuves, comme on dit, qui vont passer au mois de mars et les autres épreuves au mois de juin. Bon, là, vu la crise sanitaire, il y a ce report-là. Ça permet quand même d'éviter, je pense qu'au mois de mai, on sera moins en crise sanitaire et qu'après, un mois après, ils pourront passer encore les épreuves. On avance, s'il vous plaît, on arrive au bout de l'interview. 2 questions rapidement, Coralie. Alors, Monsieur Burgois, vous êtes vice-président du comité de soutien dans le Gard de Valérie Pécresse. Quel rôle vous jouez dans la campagne présidentielle? Écoutez, j'aiderai lorsqu'il y aura des opérations et que mon agenda me le permettra d'aller. Oui, parce que vous êtes dans le Gard que le lundi et le vendredi, c'est ça? Pour l'instant. Mais à partir de début mars, compte tenu que le Parlement ne siégera plus, j'y serai toute la semaine. Donc j'irai sur les marchés avec les militants, j'irai à des réunions publiques lorsqu'elles seront organisées et j'irai soutenir les 6 candidats LR sur les 6 circonscriptions du Gard. Et justement, sur les législatives, quelles sont les circonscriptions qui, selon vous, sont gagnables pour la droite? Moi, je pense qu'on a un coup à faire sur la 2 avec Frédéric Touzelier, le maire de Générac. Parce que je pense que là, c'est pas mal le bis-bis qu'il y a entre RN et Zemmour. Là. Il faut continuer. Que la division des voix d'extrême droite pourrait permettre à un candidat LR de l'emporter. Je crois qu'ils sont donneurs de leçons aux autres, mais d'abord qu'il faudrait qu'ils se regardent eux-mêmes, parce que franchement, ils donnent actuellement une image qui est pitoyable de la politique. Seulement la 2 sur ces circonscriptions? À commencer par M. Collard. Parce que s'il avait un peu d'honneur, M. Collard, là où je suis d'accord avec les représentants, il devrait démissionner de son poste de député européen. Parce que quand vous avez été élu, sur l'étiquette, mais là, je pense que M. Collard n'a pas beaucoup d'honneur. Il en donne beaucoup, il en fait beaucoup aux autres, mais lui-même ne s'applique pas. Après, je pense qu'il y a un coup à faire sur la 6. Puisque Monsieur Courdil. Votre ancien suppléant aux élections départementales, malheureux suppléant, parce que vous avez perdu. Max Roustan sur la 4, il a une forte personnalité. Et puis après, ça dépendra aussi du résultat de l'élection présidentielle. J'ai davantage sur Françoise Dumas que Véronique Gardner-Vancel. Oui, vous l'avez pas cité. Je préférerais que ça soit Véronique Gardner-Vancel, que j'irai soutenir d'ailleurs, sans problème. Mais vous pensez qu'elle ne peut pas gagner? Nous avons discuté la semaine dernière. Vous entendez bien avec Françoise Dumas? Je suis quelqu'un de poli. Je crois qu'en politique, c'est le respect, le respect de la personne. Laissez-moi finir, c'est le respect de la personne. Après, des fois, combattre les idées, c'est sain. Respecter la personne aussi, c'est Elle a fait un bon mandat, Françoise Dumas. Elle a eu des responsabilités sur le terrain, excusez-moi. Est-ce qu'elle a accompagné les projets de la ville de Nîmes? On pense au CHU de Nîmes. On passe à l'installation de la 2e maison d'arrêt. Elle accompagne également le projet de la base européenne d'excellence. Oui, il y a d'autres parlementaires qui l'ont fait aussi. Voilà, donc elle a fait son rôle, mais sur le terrain, c'est pas quand même quelqu'un de trop de terrain. Voilà. En tout cas, personne ne parle de cette pauvre Léa Boyer, quand même, qui est jeune et qui part au combat sur la 5e circonscription. Vous en parlez pas trop. Elle va au casse-pipe. C'est une circonscription qui a toujours quand même été
qui nous a été plutôt défavorable. Nous l'avons gagné qu'une seule fois avec Alain Danilé lorsqu'il y a eu une vague. Voilà. Elle peut bénéficier. Tout dépendra aussi quand même du résultat de l'élection présidentielle qui est très lié. Vous y croyez vraiment à la victoire de Valérie Pécresse? Pourquoi j'y croirais pas? On n'a pas le sentiment que... Écoutez, je crois que la campagne, elle Vous êtes débute. à Paris en ce moment. À Paris, on parle plutôt d'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, non? Elle stagne dans les sondages. Il est plutôt haut en premier tour. Il est haut, je suis désolé, mais regardez les dernières élections, à 25%, quand même tous les Nicolas Sarkozy, par exemple, sur les sondages en premier tour, était plus haut. En 2012, il était derrière François Hollande. Là, en sortie, Emmanuel Macron était à 25-26%. Il avait fait plus de 25%. C'est que des sondages aussi. Parce que, moi, je ne sais pas, les sondages donnent 25%, mais quand vous allez dans la rue, tout le monde critique Macron. Et il fait quand même 25%. Alors, attendons de voir. Oui, mais pas beaucoup de personnes parlent de Valérie Pécresse. Elle stagne. La dynamique que vous avez eue à la primaire, vous semblez, elle se tasse. D'autant que là, vous avez vu ce qu'elle a dit sur sa baisse de 10%. Elle est revenue en arrière. Elle a dit justement que ça allait être l'État qui allait payer, d'où aussi les économies qu'il va falloir faire, Pierre. Donc c'est vrai qu'elle stagne un peu. Elle est plutôt stable actuellement, aux alentours de 17-18. On voit que Mme Le Pen stagne aussi aux alentours, que M. Zemmour s'effondre, M. Mélenchon augmente un peu, mais ça c'est un phénomène. Hein. Par contre, après, c'est... M. Macron qui prend 1,5 point en une semaine. Vous êtes macroniste, vous avez fait la campagne Macron. Vous apportez la contradiction. Dans l'observation. Vous savez, c'est des sondages. Moi, je donne plus méfiant des sondages. Le meilleur sondage, c'est l'urne. Écoutez, on verra mi-avril qui sortira, les deux qui sortiront. Mais par contre, ce qui est catastrophique, c'est... Je le dis, c'est pas parce qu'il y a M. Join, mais moi je suis très peiné, franchement, qu'un grand parti politique, que le PS soit aussi bas. Pour la démocratie, c'est dommage, parce que ce grand parti qui a donné un président de la République... J'aurais dû apporter une carte d'adhérent, monsieur. Non. Une fois, M. Allary me l'avait donné dans ma carte, je me rappelle très bien. Non, mais je le dis aussi quand même, parce que qu'il y a des élus locaux. On voit que localement, il est encore fort, puisque le nombre d'élus locaux est important. Au Sénat, c'est le deuxième groupe politique. Mais est-ce qu'une partie des socialistes, en fait, en réalité, ne sont pas partis déjà chez Macron? Même dans le Gard, se demandent certains. Merci, M. Burgoa, d'avoir répondu à nos questions.